Je vais inviter sur le plateau, et je l'ai oublié tout à l'heure, mille excuses, cher Valère. Valère Rousseau, Atout France, réinventer le patrimoine. Si tu veux nous rejoindre, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Valère Rousseau, Atout France, réinventer le patrimoine. J'invite sur le plateau aussi Sébastien Arnaud, s'il te plaît. Sébastien, directeur de l'établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard. Installez-vous à la place qui vous convient. Et Charles-Benoît Etzik, président fondateur du Rameau. Installez-vous, je vous en prie. Normalement, on devrait avoir des micros pour chacun. D'abord, je voudrais juste rappeler ce que David nous a dit. Agir dans le domaine de la culture, c'est savoir développer une culture économique. Et vous l'avez compris, c'est ce que David nous invite à faire et c'est ce dont nous allons parler. Alors, pour ce plateau, 3 invités, 3 angles de vue sur le patrimoine et les transitions économiques qu'on va partager. D'accord, pas d'accord, controverse ou pas. L'idée, c'est que sur 3 séquences, en fait, 3 invités, 3 angles de vue, 3 séquences, et sur chacune des 3 séquences, chacun des invités va nous donner son point de vue, son regard sur ce sujet qu'on vous propose aujourd'hui. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la salle, on vous invite à être bien sûr attentive et attentif, puisque si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions à nos invités. On va faire en sorte que chacune de ces 3 séquences permette une interaction avec la salle. Alors, je vais vous présenter rapidement Sébastien Arnaud. Vous avez eu des activités de conseil, cher Sébastien, direction Conseil général du Pont de Gard, puis vous avez été directeur de cabinet au Pont du Gard. Et en 2016, vous prenez la direction du pôle exploitation et commercialisation de l'EPCC du Pont du Gard. Et en 2017, vous en devenez le directeur général. Donc depuis 6 ans, vous travaillez pour un nouveau développement dont vous allez nous parler. Sébastien, si vous voulez bien prendre le micro, est-ce qu'en quelques mots, dites-nous ce que ce thème patrimoine et transition économique vous a inspiré et sous quel angle vous allez l'aborder. En quelques mots, puisqu'après on va vous donner la parole à part entière. En 3 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce que vous allez nous révéler. Est-ce que ça marche? Le son, ça marche? Oui. On peut remercier l'équipe technique du théâtre aussi, qui fait un énorme travail pour nous accompagner. Merci l'équipe technique du théâtre. Sébastien, 3 mots. Donc moi je vais faire globalement écho. Ça marche, hein? C'est bon? Je m'entends pas moi. Pas encore, ça va venir. Le son est en train de venir. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Je vais faire écho à ce que vous avez entendu dans le préalable par David Martin. Ce que je vais essayer de faire et de vous démontrer que un projet, il doit d'abord avoir du sens. Il doit avoir du sens et il faut construire ce sens. Et que le modèle économique vient embrasser ce sens-là. Voilà. Et le plus compliqué, c'est de penser le sens, de se faire accompagner par ces équipes, par le territoire et de faire partager. Il y a une vision d'un site, d'un monument qui a 2000 ans et comment on fait pour qu'il soit justement un outil qui va penser le monde de demain. Oui, je sais que vous allez nous parler, Sébastien, de la transformation du modèle économique du Pont du Gard. On va y venir après. Charles-Benoît Etzik, vous avez été consultant dans différents groupes et cabinets. Et puis 2016, cher Charles-Benoît, vous êtes président fondateur... 2006, pardon. Vous êtes président fondateur de le Rameau. Depuis 2018, donc depuis 18 ans, le Rameau est un laboratoire de recherche appliqué sur les alliances innovantes au service du bien commun. Il est à la fois un observatoire national, un centre d'expérimentation, ainsi qu'un lieu de réflexion prospective. J'espère que je traduis bien. Ce qui est votre quotidien. En quelques mots, la question est la même que celle à Sébastien. Qu'est-ce que vous inspire ce thème patrimoine et transition économique et de quoi, dans la séquence qui va vous revenir, allez-vous nous parler en quelques mots, Charles-Benoît? D'abord, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de supprimer le S à patrimoine et de lui mettre un P majuscule. Et je vais développer 3 choses. Pourquoi l'innovation territoriale est au cœur des transitions que nous sommes en train de vivre. Le deuxième élément, c'est
en quoi est-ce que le patrimoine est au cœur de cette innovation territoriale? Et troisième élément, pourquoi est-ce que c'est structurant et stratégique pour les modèles socio-économiques, non seulement pour les acteurs du patrimoine, mais plus globalement pour la transition elle-même? Merci beaucoup. Valère Rousseau, vous êtes chez Atout France, vous êtes coordinateur du programme Réinventer le patrimoine, vous avez été consultant à la CET, puis à la région Île-de-France depuis 2020 au sein d'Atout France, donc vous êtes le coordinateur du programme Réinventer le patrimoine. Alors quelques mots, ce programme a été lancé par la Banque des Territoires, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et Atout France, avec le ministère de la Culture. Ce programme vise à faciliter l'émergence de projets économiques dans des monuments autour d'usages variés. Quelques mots, Valère, sur ce que vous allez nous évoquer dans cet échange de ce jour, dans la séquence qui vous reviendra et sur laquelle ensuite chacune pourra réagir. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ouais. Merci Bruno. Oui, donc comme Bruno le disait, j'accompagne des porteurs de projets un petit peu partout en France qui reconvertissent des sites patrimoniaux remarquables avec de nouveaux usages. Et donc ce que je vais essayer de vous proposer à travers des exemples, c'est voilà, justement sur le terrain des modèles économiques qu'on peut observer. Et effectivement, ça fera écho aussi à l'introduction tout à l'heure, qui sont des modèles économiques qui sont divers. Donc voilà, d'essayer de montrer un panel de modèles économiques possibles, sachant que c'est simplement des exemples, il y en a d'autres, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, en premier lieu, c'est de trouver des modèles qui correspondent à des projets, qui eux-mêmes correspondent à l'esprit d'un lieu, à un site patrimonial, et c'est vraiment un point de départ très important. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est effectivement d'être dans le concret. Il y a la dimension théorique, mais on va aller sur ce qui se fait réellement sur le territoire, et c'est ce que vous allez nous proposer. Donc, on va commencer avec Sébastien, si vous voulez bien. On peut lancer les éléments de diaporama qui vont avec. Si vous voulez bien, pour faire tourner l'image, vous levez juste la main et la régie vous regardera pour savoir l'image qui vous convient. Sébastien, donc Pont du Gard, on vous écoute. Et ensuite, ce qui est proposé à la salle, hein, c'est qu'on va faire un ping-pong sur le plateau entre les intervenants. Vous réagissez par rapport à ce que Sébastien aura pu proposer. Et puis ensuite, dans la salle, on fera tourner un micro pour les questions que vous auriez à poser éventuellement à nos invités. Sébastien. Alors, le Pont du Gard est un monument construit par les Romains il y a un peu plus de 2000 ans. Et le site a toujours vécu depuis ces 2000 ans, bien sûr. Il a été un lieu qui a toujours été utilisé par les hommes et les femmes qui vivaient autour du Pont du Gard. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, la puissance publique a décidé d'aménager ce site d'abord pour préserver le monument et ensuite pour organiser sa fréquentation et sa mise en tourisme. Et depuis 20 ans, le site est consacré aux visiteurs, au tourisme, et c'est une forte fréquentation puisque c'est un peu plus de 1 million de visiteurs qui viennent visiter chaque année le Pont du Gard. La conséquence de tout cela, c'est que les populations se sont senties exclues de ce lieu qui était le leur, qu'ils vivaient différemment selon leurs habitudes, venaient régulièrement passer les dimanches, les week-ends, les jours de fête au Pont du Gard. Et puis les populations ont eu ce sentiment de se sentir exclues parce que ce lieu ne leur appartenait plus. Il était fait pour les touristes et c'était il y a 20 ans. Depuis que je suis directeur du Pont du Gard et puis avec le président et le conseil d'administration, on réfléchit justement à cet aménagement à 20 ans. Que doit-il être pour les 20 prochaines années? Et ce sont ces 20 prochaines années qui nous intéressent. Quels sont les enjeux à relever dans ces 20 prochaines années? Et puis c'est là qu'on collera un modèle économique. Dans les 20 prochaines années, on doit accompagner aujourd'hui toutes ces grandes questions qui se posent à notre société, celle de la transition écologique, celle de la relation à l'autre qui se distend et qui se fracture de plus en plus, comment on recrée du commun, et cette question qui se pose à chacun de nous, quelle relation on a avec le temps et avec le temps qui passe, et donc en définitive avec l'extrême fragilité de la vie. Et donc ce monument, c'est aussi un lieu qui doit nous amener à réfléchir sur toutes ces questions-là. Et nous avons avancé, nous avons considéré qu'il était important aussi on pensait que seule une entreprise publique, une gestion publique pouvait mener de front toutes ces questions-là. Questions économiques, questions sociales et questions culturelles. Et donc,
il était important de devenir crédible et de crédibiliser la gestion publique. Non pas qu'elle n'était pas crédible, mais il était important qu'il y ait un marqueur fort pour dire le public sait gérer ce genre de monument. Et ce qui est lisible pour tout le monde, eh bien, c'est l'impôt, la relation financière qu'il y a entre les collectivités territoriales et le monument et le pont du Gard et son établissement public. Eh bien, il fallait arriver à avoir un modèle de gestion qui permettait de baisser les contributions publiques. Et c'est ce qu'on a fait très rapidement entre 2016 et depuis 2016. La contribution du département a baissé de 20%, elle est passée de 2,5 millions à 2 millions. Et depuis l'an dernier, la contribution de la région est passée de 1 million d'euros à 800 000 euros. Donc voilà, on a baissé de 20% les contributions publiques. Et puis, on a assis une crédibilité en fixant un cap. Et ce cap, c'était, il est important que l'on soit cet outil économique et touristique, parce que l'économie, le tourisme c'est de l'économie et l'économie c'est de l'emploi. Mais il n'est pas que ça. On va rendre le monument aux gens. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Et il faut que le modèle économique réponde là aussi à cette ambition. Eh bien, symboliquement, on va casser là cette première barrière qui est ce droit d'octroi. On va casser cette barrière où, pour venir au Pont du Gard, si on était un adulte, il fallait payer 8,50 €, et si on était un enfant, il fallait payer 6 €. Et puis si on était du coin, vous savez par là où il fallait passer, on ne payait pas. Et donc on a retrouvé cette universalité, cette nécessité de pouvoir venir et revenir. On a arrêté donc ce droit d'octroi et puis on l'a transposé sur une formule simple. C'est on vient profiter librement du site. C'est un lieu qui doit être d'accès libre. Et puis on consomme, on paye ce que l'on consomme. Si l'on décide de consommer quelque chose. Parce que le bonheur de venir au Pont du Gard ne se consomme pas. Et donc le premier service que l'on propose, c'est le parking et le stationnement. Mais là aussi, il ne faut pas que ce soit la vache à lait. Et donc, on imagine bien de faire payer le stationnement 9 € une première fois, d'enregistrer la plaque d'immatriculation sur le site internet du Pont du Gard, et puis pendant 1 an, votre voiture est reconnue au Pont du Gard et on revient quand on veut pendant 1 an, avec qui l'on veut, quand on veut. Et donc on profite dès lors du site d'une manière beaucoup plus importante. Et on vient donc derrière consommer différemment le Pont du Gard, on vient en profiter. Et on travaille énormément sur les services que l'on va proposer à nos visiteurs. Bon, on augmente la force de médiation, on augmente la qualité de notre restauration pour qu'il y ait des circuits courts qui répondent aux besoins de nos visiteurs. On retravaille nos centres de profit, on les renforce, et puis on dit aux gens, venez, revenez, vous êtes chez vous. Et ce côté-là, ce côté populaire, il est fondamental et on retrouve une vraie vie au Pont du Gard. On a ensuite une cible principale qui est celle des enfants et de considérer que le message que l'on veut porter, il faut qu'on le fasse porter d'abord par les enfants. Alors les enfants, pardon, mais les enfants, les adolescents derrière et puis ceux qui sont, en définitive, ceux qui sont en capacité de transformer le monde dans lequel ils vont grandir. Ils vont évoluer dans 30 ans, puisque en 2050, on sait que c'est une date qui est symbolique. Et en 2050, aujourd'hui, les enfants qui ont entre 10 et 15 ans auront entre 30 et 40 ans en 2050. Et ils seront en capacité de se retourner vers notre génération en nous disant « Vous aviez eu le pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et je crois que c'est pour ça qu'il est important qu'on s'adresse d'abord aux enfants. Et c'est pour ça que les enfants, quand ils viennent au Pont du Gard, eh bien, on souhaite leur donner les clés, justement, pour comprendre ce monde et pour demain le transformer. Donc, l'accès à tous les lieux de médiation sont gratuits pour les moins de 18 ans, sont gratuits pour les étudiants, parce que l'on considère que c'est là aussi où ils viennent profiter du lieu, mais ils viennent aussi en famille et ils viennent aussi avec leurs grands-parents et ceux qui ont connu le Pont du Gard différemment. Donc voilà, on fait des liens aussi entre les générations. Sébastien, on voit une image que vous avez à l'écran devant vous. Ouais. Elle nous raconte quoi? Voilà. Donc on voit la transformation de ce lieu qui était un lieu qui tout le monde se l'appropriait et puis il était définitivement en danger. Il était en danger dans sa protection. Voilà. Et donc on fait baisser les contributions, on redimensionne l'action du Pont du Gard et on repositionne un élément qui est majeur, qui est la culture. Le meilleur moyen de faire passer les messages, c'est la culture.
Et là aussi, on touche aussi à un champ d'action qui est en difficulté financière et en difficulté de sens. Et on sait que c'est à travers ce cheminement-là que la culture va faire passer des messages aussi, créer du lien, créer des émotions. Parce que notre société, là aussi, a elle besoin de créer du lien. Donc le patrimoine reste pour nous un des seuls lieux encore où l'on peut se parler, où on peut se croiser, où l'on peut se rassembler, se réunir et construire du sens. Et c'est là du sens individuellement, du sens collectif. Et c'est le message que l'on veut faire passer, et ça a été évoqué aussi dans les marges de progression que l'on a en termes d'économie, c'est de faire travailler aussi avec les entreprises, de permettre aux entreprises de venir faire des séminaires et des congrès sur le site du Pont du Gard, mais là, pas pour faire de la tyrolienne ou de la pétanque ou des apéros, c'est pour là aussi venir reconstruire du sens, se retrouver, qu'est-ce que mon entreprise a apporté aujourd'hui à cette société et à cette civilisation. Donc là, globalement, c'est quelques éléments qui nous permettent aussi, parce que une fois qu'on a placé des mots, il faut placer des actes économiques et il faut surtout équilibrer les comptes. Et il faut équilibrer les comptes. Là, il faut faire donc des choix, il faut assumer des stratégies, de ne plus faire certains événements qui existaient. On avait un super festival qui était sur le site du Pont du Gard qui réunissait à peu près 10-15 000 personnes chaque année, mais c'était 400 000 € de déficit, donc financé par argent public. Donc à un moment donné, on a dit stop, on arrête, on va se recentrer sur l'essentiel. Il y a quelques diapos qui précisent les éléments de façon précise, réduire les dépenses de fonctionnement, recentrer les recettes, conforter, développer les centres de profit. On peut peut-être prendre la diapo suivante. Solène, s'il te plaît. Sébastien, je vous laisse continuer. Oui, multiplier les offres pédagogiques. Là aussi, l'offre de médiation est majeure. C'est-à-dire qu'il faut que là, on retrouve des hommes et des femmes. Pardon, parce que j'ai tous les 3 jours quelqu'un qui vient me présenter la bonne application, le bon élément qui fait que virtuellement on va pouvoir repenser. Non, on a besoin d'hommes et de femmes qui parlent, qui transmettent leurs connaissances et qui transmettent leur bonheur de travailler sur ce lieu-là. Voilà. Donc on travaille énormément sur les outils pédagogiques, et oui, et c'est majeur, c'est majeur. Là aussi, on travaille sur la refonte des espaces de médiation. Il y a à peu près 6 000 m² qui sont consacrés à la médiation, un centre d'interprétation, une ludothèque, un cinéma. On retravaille là aussi à une nouvelle manière de présenter l'ensemble des enjeux qui ne doivent pas se réduire simplement au Pont du Gard et à l'aqueduc, mais aussi donc à toutes les questions que j'ai posées qui étaient des questions sociales. On va travailler là aussi, on souhaite investir un peu plus de 8 millions d'euros justement là pour générer du chiffre d'affaires, pour avoir un nouveau message, générer du chiffre d'affaires, générer un équilibre économique nouveau, là aussi encore pour permettre aux collectivités territoriales de baisser leurs contributions ou de réorienter leurs contributions sur des actions qui leur semblent majeures dans leur politique publique. Voilà, donc on a un chantier autour de la réflexion des lieux de médiation, une réflexion que l'on a autour, Patrick Maville l'évoquera cet après-midi, autour de l'eau et l'enjeu majeur de l'eau. Et puis il y a un mot que l'on veut se réapproprier, c'est le mot de social aujourd'hui. Quel est le rôle social d'un établissement public? Quel est le rôle social de notre patrimoine dans notre société où, je le redis, mais on doit repenser ce pacte républicain, ce pacte social et ce pacte qui nous unit tous. Merci beaucoup Sébastien. On peut vous applaudir, c'était passionnant cette intervention. Ce que je propose, c'est donc, si vous le voulez bien, des réactions sur le plateau, puis préparez-vous dans la salle, le micro va tourner, vous pouvez aussi poser des questions à Sébastien. Peut-être Charles Benoît? Oui, merci. D'abord, c'était passionnant. Et en fait, moi, ça a fait écho à 3 dimensions très intéressantes dans ce que vous avez dit. D'abord, la première, c'est que finalement, si on confond émotion et gestion, on se trompe. Et quelque part, retourner à cette capacité à finalement, qu'est-ce qui crée du sens quand je vais sur ce site, est très en résonance avec ce qu'on a entendu dans l'introduction. C'est-à-dire que finalement, si je paye pour aller à un site, mais finalement, j'ai fait ma propre expérience, qu'est-ce que je vais retenir? Pas grand-chose. Alors que finalement, si j'ai accès à ce site et qu'on crée de l'émotion sur le site, alors je vais avoir un attachement avec ce site, et je pense que ça change radicalement tout du sujet. Ça m'amène à la deuxième notion qui est essentielle, c'est qu'est-ce qu'un territoire? Souvent, quand on parle d'un territoire, on a ce qui nous vient en premier lieu, c'est le caractère administratif d'un territoire. Et
bien évidemment, est-ce qu'on est dans une commune, un PCI, enfin, vous connaissez mieux que moi l'empilement des éléments administratifs, mais un patrimoine, c'est avant tout un espace naturel, un espace culturel et un bassin de vie. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'un lieu comme celui-ci permet de confronter cette triple réalité du territoire et finalement, là encore, d'inviter d'autres à venir le découvrir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'opposition entre finalement les habitants, ceux qui le voient, voire ne le voient plus, parce que c'est tellement évident qu'on n'y voit plus, et ceux qui viennent, et finalement ça devient un lien commun, ça devient un espace où finalement ceux qui y habitent et ceux qui n'y habitent pas peuvent se rencontrer. Et j'étais très sensible à ce que vous avez dit de cette logique de médiation. C'est sûr que s'il n'y a personne sur le site pour me faire découvrir le site, personne qui est passionné par ce site, on a tous fait l'expérience de visite où le guide ou la guide nous a tellement transporté que quelque part, c'est ça qui nous a donné l'esprit du lieu. Et ça m'amène au troisième point, c'est que ce qui me semble encore plus important dans ce que vous avez évoqué, c'est d'abord la culture millénaire de ce site et le choix il y a 20 ans de le réactiver, cette culture millénaire. C'est sans doute cette capacité à savoir comment on peut réimaginer notre imaginaire collectif, c'est-à-dire notre avenir, à travers ce que les anciens nous ont laissé. Et je trouve qu'on a une vraie responsabilité, finalement, à ne pas opposer cette logique de l'aujourd'hui avec la logique de hier et de demain. Et je trouve que ce que vous évoquez, cette dynamique, finalement, on la sent à la fois au niveau territorial, donc géographique, mais aussi temporel, et je trouve que c'est ça qui est absolument magnifique. Un site qui a plusieurs millénaires et plus que jamais d'actualité aujourd'hui, et sans doute pour réinventer demain. Je voudrais juste donner un exemple concret qui, moi, me marque beaucoup. Si on sait parler d'alliance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple, il y a 5000 ans, qui a décidé non seulement de s'allier, la Haute et la Basse-Égypte, qui étaient totalement radicalement opposés, mais aussi de nous laisser la mémoire de ce qu'ils avaient fait à travers les pyramides. Et si on sait parler aujourd'hui de l'alliance entre des mondes radicalement différents, c'est parce qu'il y a 5000 ans, des gens se sont dit, et si, dans 5000 ans, ça pouvait être utile, pas pour dans 5000 ans, mais pour réinventer notre futur collectif. Je pense que plus que jamais, cette logique géographique et temporelle sont associées. Vous l'avez démontré, merci beaucoup. Merci. Alors, je rajoute un élément, et c'est important, parce que c'est ce que j'ai lu il y a encore quelques semaines, et ça m'a marqué. Une phrase simple dans un gros livre, mais nous avons en commun le destin de l'humanité. Et dès lors qu'on a compris cette phrase, on remet la dimension de notre propre rôle quand on est dans cet espace-temps qui est celui que l'on passe dans nos responsabilités. Moi, je suis très attaché aujourd'hui et on a besoin de ça, c'est de construire du sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est appartenir à un territoire? Qu'est-ce que c'est appartenir à une famille? Et ces lieux-là sont des véritables outils à construire du sentiment d'appartenance. On vient tous de quelque part, on a tous un imaginaire. Quand on traverse la France pour venir à Saumur, eh bien, on traverse des paysages. Ils nous parlent de quelque chose parce qu'on a lu quelque chose, parce qu'on a vu un film, mais on revient toujours à l'image de son village, quand on a la chance d'avoir un village ou d'avoir grandi dans un village. Et voilà, tout à l'heure, ça me trahit ce que vous disiez au café, mais vous avez des souvenirs avec Saumur. Et ça, c'est majeur. Et donc, vous avez un sentiment d'appartenance avec Saumur. Et je crois que c'est fondamental de travailler sur ce sentiment d'appartenance-là. Et je ne veux pas être trop long non plus, mais quand je parle du monument, et quand je vois qu'on veut l'enfermer, dans sa période romaine, non. Il a 2000 ans d'histoire, et il y a 2000 ans d'histoire où il y a des gens qui ont vécu autour du pont du Gard, qui sont venus se promener, qui sont venus se balader, qui sont venus s'aimer, qui ont souffert, qui se sont suicidés. Enfin bref, tout c'est la vie, quoi. Et il faut parler de ces 2000 ans d'histoire si on veut pouvoir se projeter et si on veut pouvoir inscrire sa propre histoire dans celle de ce monument. Et je crois que c'est ce qui est majeur aujourd'hui. Merci Sébastien. Une réaction de... Bravo, oui. Merci. Merci. Valère, une réaction en retour? Micro. Merci.
S'il vous plaît, micro. Un, deux, un, deux. Ça y est. Oui. Oui, non, j'allais dire, moi, la réaction, bravo. Parce que là, je me tourne vers les étudiants. Je pense que dans votre carrière, des décideurs qui vont avoir l'ambition de repenser leur modèle, vous n'allez pas en croiser beaucoup. Donc là, on est vraiment dans la transition, quoi. Non, simplement, moi, ça me fait penser un peu à toute la tendance qui a lieu en ce moment et qui se développe en France, c'est de créer des lieux de vie, de créer des lieux de vie dans les sites patrimoniaux et pas uniquement des sites avec un ticket d'entrée. Et là, je pense que c'est un peu l'ambition que vous poursuivez. Ça me fait penser tout à l'heure à une étude que j'avais vue, une étude américaine qui a 2-3 ans. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, on en tire les conclusions qu'on veut, mais ils avaient demandé à des Américains pourquoi vous venez dans les lieux culturels et pourquoi vous êtes fidèles à ces lieux. Et donc, il y avait une enquête où il y avait plusieurs réponses. Alors, la qualité des expositions, elle venait dans les premiers, mais les premiers critères, c'était la qualité de service. Et c'est toute la chaîne de valeur, quoi. C'était de l'accueil à la qualité de l'expo, au restaurant, etc. Et puis, c'était having fun. C'est s'amuser, en fait. Mais tout en haut, quoi. La première réponse, c'était s'amuser. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ça maintenant, comme de la manière dont on va de plus en plus penser les lieux culturels, il va falloir surprendre les visiteurs, leur proposer des offres, toujours diversifiées, toujours nouvelles, pour pouvoir les faire venir et les faire revenir. Et c'est d'autant plus important dans les sites qui ne sont pas en hyper centre urbain. Voilà. Donc là, de repenser son modèle et d'essayer d'en faire un lieu de vie dans un site qui est dans un environnement naturel, c'est très ambitieux. Mais ça va devenir nécessaire, quoi. Voilà. Donc voilà, ça m'a évoqué ça, et je pense que vous êtes dans le vrai, et le modèle, je pense, va prendre plusieurs années pour se développer, mais va trouver son succès, voilà. Merci Valère, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que dans la salle, si une personne veut prendre la parole, Jean-René Maurice, on va commencer par Jean-René. Est-ce que le micro qui est là peut se promener? Héloïse, merci Héloïse. C'est au premier rang, merci. Jean-René Maurice. Alors, ce que je vous invite, merci de vous présenter en 2 mots, mais Jean-René, on ne te présente pas. Jean-René Maurice. Non, je ne vais pas me présenter. Je partage en tout cas l'observation qui a été faite par Valère, effectivement. Et c'est les pratiques même du tourisme ou des touristes. Moi, j'avais juste une question par rapport au Pont du Gard, justement. Vous dites aujourd'hui qu'il faut se réapproprier, en tout cas, ou que les habitants se réapproprient le lieu. Mais donc, l'erreur, il y a 20 ans, ça a été de couper le lieu avec les habitants. Pourquoi, justement, il y a 20 ans, dans ce projet de mise en tourisme, n'a pas été intégré d'emblée, justement, cet intérêt pour les habitants? Qu'est-ce que vont dire les gens dans 20 ans de ce qu'on fait aujourd'hui? C'est difficile de porter un jugement dans une période où il y a 20 ans où effectivement le tourisme et la mise en tourisme et le développement économique, parce qu'on était dans des périodes de crise aussi et où on considérait que l'industrie n'était plus à la mode sur nos territoires, les industries fermées de partout dans le département du Gard, eh bien on s'est retourné vers le tourisme en disant c'est le nouveau Eldorado. Donc on a aménagé des sites en se disant bien c'est ce qui sera la richesse de demain. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Les questions de relations, de faire société, se posaient moins il y a 20 ans, ou en tout cas elles étaient moins fracturées qu'aujourd'hui. Voilà. Donc je peux pas porter un regard négatif sur ce qui s'est fait, parce que je pense que c'était fait dans un état d'esprit qui était celui de l'époque. Les questions environnementales n'étaient pas celles que l'on connaît aujourd'hui, au moins avec la force que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, je sais pas si en définitive ils ont raté quelque chose, mais peut-être qu'on a évité aussi le pire, parce que ça pourrait être Disneyland. Je caricature, personne du plus du fou, je sais pas. Voilà. Oui, ça marche économiquement. Ça marche économiquement. Mais voilà, on a peut-être évité le pire. Voilà. J'ai bien aimé, moi, l'exemple de la quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Pont du Gard, encore, et c'est une bataille que je mène avec les habitudes, c'est comment on fait venir toujours plus de bus. Ça coûte plus cher aujourd'hui de faire venir un bus que ce que ça rapporte. Donc il ne faut pas qu'ils payent cher, parce qu'ils n'en viendraient pas. Mais s'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On te redonne le micro, Jean-René, mais il faudra qu'on fasse tourner dans la salle s'il y a d'autres personnes qui veulent
Levez la main si vous êtes intéressé La pour poser question une que je question. me pose justement, c'est il y a 20 ans, il y a eu ce choix. Encore se pose la même question et justement, il y a une réappropriation justement des habitants qui ont été chassés quand l'UNESCO est arrivé justement pour Angkor, et donc une volonté de remettre de l'agriculture dans le site d'Angkor. Donc on voit bien que c'est une tendance aujourd'hui très, très contemporaine, mais vous prenez l'Alhambra de Grenade, avait déjà engagé cette démarche de gestion des flux, de créer... Donc pourquoi... Est-ce qu'il y a un problème français justement par rapport à ça, et par rapport à ce qu'on peut regarder, ce qui se passe peut-être dans d'autres pays, je pense à l'Espagne notamment. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas, nous, un espèce de retard où on arrive aujourd'hui à se poser des questions qu'on aurait peut-être dû... Enfin, c'est pas une critique vis-à-vis du Pont du Gard, surtout pas. Là, c'est une réflexion globale, justement sur le patrimoine, sur ses formes de valorisation, sur la gestion, sur aussi... on parle de disneylandisation, mais en même temps, c'est quoi la disneylandisation? Ça, c'est une vraie question aussi par rapport à ça. Et l'idée, quand même, d'un site, et notamment dans du développement local, c'est quand même de faire venir des personnes extérieures au lieu. Parce que les habitants, alors là, il faut valoriser les habitants, excusez-moi, et les intégrer dans la dynamique. Mais l'habitant, il ne va pas consommer, il ne va pas obligatoirement développer, il va s'approprier, il va être un diffuseur. Mais comment on fait venir des personnes extérieures au lieu? Parce que c'est quand même bien l'enjeu que va se fixer aussi ces lieux. Vous avez les acteurs du territoire. Vous avez ce paramètre. Alors, pourquoi on ne s'est pas posé la question jusqu'à maintenant? Parce que je pense que l'argent public cachait tout. À grands traits, c'est 35 millions, alors je le traduis en euros maintenant, mais c'est 35 millions d'euros d'investissement sur le pont du Gard depuis les années 2000. C'est 70 millions d'argent public sur le fonctionnement depuis 2003 maintenant. Donc, ça empêche de prendre des décisions puisque ça fonctionne en définitive, le modèle fonctionne. Il y a un élément qui est particulier, alors, au Pont du Gard et au sud de la France, mais on ne peut pas déconnecter le modèle économique, la gestion du site et le territoire, parce que quand les gens se sentent exclus, ils produisent derrière du repli sur soi, et ça se traduit électoralement derrière, et donc parce que ça se traduit électoralement derrière, ça a d'autres incidences politiquement sur les choix qui sont faits dans les collectivités territoriales. Et donc, et plus je rencontre donc des sites ou des professionnels du tourisme, plus je me rends compte que presque chaque cas est individuel, quoi, et particulier, et c'est compliqué d'avoir... Et j'ai un autre élément, c'est que je me demande si c'est les sites qui doivent se repenser, ou si c'est l'idée du tourisme qui doit se repenser aussi, parce que moi je le vis aussi aujourd'hui, la faiblesse de la manière de se transformer pour aujourd'hui ceux qui pensent le tourisme. Je dis ceux qui pensent, parce qu'il y a ceux qui font fonctionner le tourisme et qui vivent du tourisme, et il y a ceux qui le pensent. Et ils pensent en règle générale, je caricature, pardon, c'est ça, mais du lundi au vendredi aux heures de bureau, mais voilà. Il faut se réinventer là aussi, et je pense que le tourisme, c'est d'abord du voyage, et le voyage, c'est la rencontre. Et je trouve que là, il y a un très beau message qui pourrait commencer à diffuser, c'est réapprenons à voyager, et même pas forcément loin. Aujourd'hui, là, moi, je pense qu'il y a un des combats que je mènerai à travers le Pont du Gard et à travers... C'est aujourd'hui comment on réhabilite, parce que les voyages scolaires, il existe encore des voyages scolaires, mais c'est un vivier qui se tarit de plus en plus parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, etc. Alors que c'est d'abord des mannes importantes pour les établissements comme le mien, qui pourraient nous permettre de fonctionner toute l'année. Mais il faut avoir une vraie réflexion là-dessus, combien ça coûte, combien... Ouais. Donc il y a là aussi, mais c'est une transition qui est majeure, qui est passionnante, et on doit prendre avec beaucoup d'humilité ce qui se fait au Pont du Gard peut-être ne fonctionnera qu'au Pont du Gard. Voilà. C'est ça qui est important. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a une autre dernière question dans la salle avant de passer à la séquence suivante avec Valère? Oui, la main se lève. Merci de vous présenter en 2 mots. Bonjour, je m'appelle Mallory Bayard, je suis étudiante en L1 Art, Culture et Patrimoine. Moi, j'avais une question par rapport aux populations locales. Vous avez dit qu'il y a 20 ans, elles n'étaient pas très contentes de cette mise en tourisme parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, il y a autant de monde, et comment sont perçus du coup par les habitants cette nouvelle mise en tourisme? Très pratique, mais très pratique. Le Gardon, donc c'est la rivière qui coule sous le Pont du Gard. Traditionnellement,
Quand on n'a pas la mer, on va se baigner à la rivière. Les gens vont se baigner à la rivière. Juillet-août, les gens ne vont plus se baigner à la rivière. Parce qu'il y a trop de monde, parce que mais c'est majeur dans nos vallées. Avant, quand on allait au Pont du Gard, on y allait de manière naturelle, on se garait. C'était sale, c'était pas beau, c'était pas agréable, hein, mais on a oublié tout ça. Tout ça, les gens l'ont oublié. Mais on y allait quand on voulait, on ne payait pas. Là, maintenant, il y avait ce fameux droit d'octroi et cette douane qui faisait que, même si on connaissait les chemins pour ne pas payer, le fait que ce soit imposé, ça déplaisait. Et puis, on est, quoi qu'il arrive, dans une société où le c'était mieux avant prend le pas sur tout. Moi, je le dis à chaque fois, c'était mieux avant, oui, parce qu'on avait 20 ans de moins. Voilà, et ça suffit pas, ça suffit pas. Et donc, c'est comment on sort de ce lien avec le passé, mais en faisant en sorte que l'on puisse se projeter. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui ne reviennent pas aujourd'hui en courant au Pont du Gard encore, mais qui demain reviendront petit à petit, l'enjeu c'est qu'ils reviennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants et qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu au pont pour qu'eux aussi puissent réécrire leurs souvenirs. Et on ne peut pas dissocier le tourisme. Je ne suis pas en train de le mettre de côté, attention, hein, c'est majeur parce que c'est une économie essentielle pour le territoire, parce que c'est des artisans qui travaillent, c'est des commerçants, c'est des agriculteurs, c'est une vraie économie. Donc il faut le penser ça, mais il faut penser ça dans sa globalité. Et ce qui est majeur, c'est d'avoir ce rôle entre les élus, les sites comme les nôtres, qui sont en fait des sites très malléables, parce qu'on n'est pas enfermé dans des structures administratives, on est peut-être un peu plus souple dans nos modes de gestion, et on doit accompagner ces réflexions. On doit les accompagner, mais on doit pouvoir le faire avec les habitants et surtout avec les élus. Et surtout avec les élus, parce que c'est eux qui sont au carrefour de tous les projets et de tous les problèmes. Merci Sébastien. Dernière question, peut-être dans la salle, et on va basculer sur la séquence suivante. Alors, messieurs, bonjour. Moi, je m'appelle Alexis, je suis étudiant en première année de master patrimoine et tourisme sur Angers. Et j'avais une question pour vous un peu d'ordre, je dirais, financière et de l'ordre de la conservation également. Si j'ai possiblement bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit apparemment que vous vouliez supprimer un peu l'ordre, enfin pas l'ordre, mais le droit d'entrée à votre site, là, sur le Pont du Gard. Mais en parallèle aussi de diminuer les impôts, si j'ai bien compris. Mais comment est-ce que dans ce cas vous pourrez faire pour entretenir le site, surtout aussi dans un contexte aujourd'hui où on est dans une baisse de budget alloué à la culture? Comment tu fais? Oui, là, il faut. J'ai eu une chance, c'est que j'ai eu dans cette période-là 2 ans de Covid qui nous ont. C'est un temps que j'ai pu mettre à profit aussi pour me poser et penser, écrire et lire. Mais d'abord, c'est de fixer un cap. C'était important dans la présentation, mais je viens des collectivités territoriales, donc je connais les difficultés financières aujourd'hui des collectivités territoriales. Ça, c'est une première chose. Deuxième, il faut en définitive revenir à l'essentiel et jouer sur les marges de manœuvre que l'on peut maîtriser. Les marges de manœuvre que l'on peut maîtriser, c'est d'abord nos dépenses. Nos dépenses, on réduit d'abord nos dépenses de manière considérable. On passe globalement d'un budget de un peu plus de 11 millions à un budget de 9 millions. Voilà. Comment on le réduit? Les marges de manœuvre, je le disais, on enlève toutes les dépenses qui... Moi, je considérais, par exemple, le festival, c'était la cerise sur le gâteau, le festival, sauf qu'il n'y avait plus de gâteau. Il ne restait plus que la cerise, donc il fallait repenser le gâteau. Voilà, on revient sur des éléments. Il y avait 3 boutiques. Donc c'est à chaque fois 2-3 personnels. Donc on réduit, on passe à une boutique. Il y avait une DSP sur 3 ans, on passe à une DSP sur 7 ans, où on leur permet d'investir, où on leur permet d'avoir une meilleure restauration. Et là, avec des gens qui viennent beaucoup plus, on multiplie par 2 notre recette sur la DSP. On réduit les effectifs quand, de manière consensuelle, discuter avec les agents, enfin ceux qui vous souhaitez partir, donc on réduit les effectifs de manière importante et on replace les gens, au lieu de les avoir dans les bureaux, on les replace dans l'exploitation, dans ce qui rapporte ou dans ce qui fait lien. Voilà. Ensuite, on se projette. Je dis c'est important parce que on peut venir aussi au Pont du Gard
librement et sans consommer, parce que c'est pas non plus le seul objectif. Donc c'est ce qui est important. Mais on vient et on revient, et puis on revient. Et puis si vous revenez une deuxième fois, ben, vous allez boire un coup, manger, etc., etc. Et donc on régénère comme ça une nouvelle économie qui est là, qui est pertinente. Mais on fait des économies. On fait des économies de gestion. Voilà, pour le Pont du Gard, c'est 40 départs, mais c'est 13 personnes qui ont été titularisées, qui étaient en CDD, qui passent en CDI, c'est 15 promotions, voilà, il y a un cycle vertueux, et puis ça a été dit, c'est vraiment une dynamique d'équipe, parce qu'il y a certes les guides qui font passer des messages, mais tous les agents, quand ils ont la banane, parce qu'ils nettoient le site, parce qu'ils sont là sur le service sécurité, etc., eh bien, ça transmet une atmosphère qui est essentielle. Donc, je fais des économies, et puis on réinstalle, et j'ai réinstallé très rapidement le sentiment de fierté de retrouver le monument. Donc, j'ai énormément communiqué, et là où on me disait, il faut que tu communiques en Ardèche, enfin, à 1h30 du Pont du Gard pour que les visiteurs viennent au Pont du Gard, on a communiqué pendant 3 ans sur le territoire du Gard, uniquement, en leur disant, il fallait pour que les gens se disent, il se passe quelque chose au Pont du Gard, ça change, ça se transforme. Voilà. Et ça a été ça, et puis ça continue. Voilà. Donc on a surtout communiqué sur le département pour que véritablement les gens se disent il se passe quelque chose au Pont du Gard, et ils se le réapproprient. Mais aujourd'hui, le modèle est en train de s'équilibrer. Et après, il faut un vrai lien de confiance avec les collectivités territoriales, de leur dire attendez, on est ensemble dans l'aventure, il peut y avoir des moments où de difficultés, là j'aurais besoin de vous. Ce qu'on avait prévu pour la transition, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on s'était fabriqué une réserve. On avait une réserve de 700 000 euros qui nous permettait justement d'assurer les fluctuations. Voilà. On a traversé par exemple, alors c'était pour traverser la transition économique, hélas on a eu la transition du Covid, mais là aussi on n'a pas demandé 1 euro aux collectivités territoriales pendant 2 ans. Et là, pour le moment, on arrive encore à tenir avec ce ballon d'oxygène. Mais là, il faut que maintenant on investisse pour avoir de nouvelles recettes. Merci Sébastien, merci pour cette belle démonstration sur la transformation du modèle économique du Pont du Gard. Chacun a compris le principe. On va passer à une autre séquence. Nous sommes avec Valère Rousseau, coordinateur de Réinventer le patrimoine. Valère, comment tu réagis à ce sujet, patrimoine et transition économique? On t'écoute. Oui, ça va le timing? En fait, j'entendais tout à l'heure David, et j'avais envie de réagir sur plein de trucs. Mais ça prend peut-être 2 minutes sur un sujet moi, qui m'a marqué. Bon, déjà, je souscris à beaucoup de choses qu'il a dites. Simplement sur la dualité usager et contribuable. Et ça pour une mise en perspective pour nuancer un peu le propos. Rappeler que le patrimoine, on a un modèle français du patrimoine. Il y a d'autres modèles, il y a des modèles anglo-saxons, il y a le modèle américain où notamment les grands mécènes privés prennent leur part, financent en grande partie le patrimoine. Nous on a le modèle français qui est sous l'égide de la culture, et plus précisément sous tutelle du ministère de la Culture avec ses réseaux déconcentrés, les directions régionales des affaires culturelles. Donc ça a son importance, parce que ça a permis de sauvegarder le patrimoine. Alors si on parle du point de vue du fonctionnement, et si on fait un déroulé rapide, patrimoine égale culture, et bien souvent dans la dimension économique, culture égale activité déficitaire et donc subvention. Voilà. Mais en même temps, ça permet de sauvegarder le patrimoine. On a 46 000 monuments protégés, monuments historiques, inscrits, classés, dont la moitié privée, quand même, il faut le dire. Et puis on a aussi, on a plein de choses, mais je pense aussi, ça m'évoque, on a le label Musée de France, qui permet pour les musées en fait, d'avoir l'interdiction de vendre des œuvres. Et ça, c'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. On peut vendre des tableaux dans des musées pour financer l'activité des musées. Et si on parle du patrimoine, dans les pays anglo-saxons, le National Trust et son petit frère, le Landmark Trust, se permet de vendre des sites patrimoniaux pour pouvoir financer l'entretien, la restauration, le développement d'autres sites. Voilà. Donc en France, c'est pas possible, c'est inaliénable. Voilà. Donc d'un côté, on a des difficultés économiques, effectivement, du fait qu'on soit sous l'égide de la culture, mais ça permet aussi de sauvegarder, et ça, c'est la première étape, c'est fondamental. Donc effectivement, ça structure tout un secteur. Il y a beaucoup de directeurs de grands établissements qui sont des conservateurs du patrimoine, conservateurs du musée.
bon, effectivement, l'enjeu économique n'est pas forcément en première ligne pour eux. Voilà, c'est d'avant tout la conservation et la mise en valeur des collections. Mais je pense que c'est en train de changer. Là, on parle de transition économique. Je pense qu'il y a une transition à l'œuvre. Et pour vous, c'est passionnant parce que vous arrivez au moment aussi où c'est vraiment en train de prendre. Bon, ça a commencé il y a longtemps, mais comme tout, ça prend du temps. Je pense en 2010, il y avait une étude à l'époque du Centre des Monuments Nationaux sur certains des sites dont ils ont la gestion. Donc vous savez, ils ont 110 sites en gestion en France. Il y avait certains sites qui n'étaient pas forcément tous ouverts au public. Il y avait une étude économique sur comment valoriser ces sites-là avec des nouvelles activités marchandes. Je crois que ça n'avait pas donné grand-chose. La réflexion était lancée. Depuis, il y a eu d'autres rapports qui sont sortis. Un rapport de la DGE, de la Direction des entreprises de Bercy, un rapport de la Caisse des dépôts, qui n'a pas donné grand-chose. Mais il y a quand même une action concrète qui a été produite, c'est la création de la garantie de patrimoine dont je vais parler. Voilà, voilà, c'est pour dire aussi que c'est un phénomène qui est en cours, qu'on est en phase de transition, mais qu'on vient quand même, on hérite d'un modèle français qui a ses difficultés, mais qui a aussi ses vertus. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Voilà, bon, je continue sur réorienter patrimoine parce qu'après je vais prendre trop de temps. Je ne sais pas si on peut passer la diapositive suivante. Merci. Donc c'est simplement, je ne vais pas revenir sur la définition, la présentation de ce que Bruno tout à l'heure l'a fait. On a deux casquettes pour faire vite sur réorienter le patrimoine. Ah pardon, je vais parler un peu plus près du micro. On a deux casquettes. D'abord, on est un programme d'ingénierie, donc on accompagne des porteurs de projets individuels. Donc vous avez sur la carte là les projets qu'on accompagnait. Pardon, c'est pour que vous ayez une audition meilleure. On va essayer de changer le micro. Ça marche? Est-ce que faut mettre on? Est-ce que c'est mieux? Bon. Donc voilà, donc on accompagne en ingénierie des projets de reconversion de sites patrimoniaux. Et puis on a une autre casquette aussi qui est un centre de ressources. Donc il y a un site internet que vous pouvez consulter qui partage des bonnes pratiques, des cas inspirants de reconversion en France. Voilà. Donc peut-être on peut passer aussi à la diapo suivante, comme ça vous montre à peu près à quoi ressemblent les sites qu'on accompagne. Donc c'est souvent des grands patrimoines en France, dans différentes configurations, différents environnements géographiques, la plupart du temps quand même en zone rurale ou petite ville moyenne. Et vous avez tout type de patrimoine représenté, donc du patrimoine industriel, du patrimoine hospitalier, des châteaux, des édifices publics, la plupart du temps avec des espaces vacants. Et la question, c'est comment on peut leur redonner vie, comment on peut y intégrer des usages avec un modèle économique équilibré. Voilà, toute la difficulté est là. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc simplement sur la transition économique, donc les constats qu'on a pu faire, c'est un programme qui existe depuis 4 ans et les constats qu'on fait sur le terrain depuis quelques années. D'abord, effectivement, c'est la question de la diminution des subventions publiques. Alors, c'est un peu en trompe-l'œil en fait, parce qu'à Atout France, on anime un tableau de bord des investissements touristiques chaque année, et on peut isoler comme ça la part des investissements qui sont faits dans les monuments historiques, publics, privés. Et quand on regarde, on s'aperçoit en fait que ça a plutôt augmenté. Ça a plutôt augmenté entre quand je suis arrivé en 2019-2020 jusqu'à 2022-2023, on est passé à peu près de 800 millions, 900 millions d'euros d'investissement à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Pourquoi? Bon, d'abord parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte quand même. Et là, je pense que vous avez entendu Bruno Le Maire aussi qui est passé sur tous les plateaux télé pour dire que ça c'est fini, qu'on va faire 12 milliards d'économies cette année. Et je pense que c'est une tendance qui va continuer, qui va s'accélérer. Et puis ensuite, on voit aussi qu'il y a une part importante de l'investissement qui est faite sur certains sites, certains grands sites, et qui prennent une part importante de cet investissement annuel. On peut citer là dans les dernières années Villers-Cotterêts, on peut citer le Grand Palais, on peut citer l'abbaye de Clairvaux qui va commencer, on peut citer l'hôtel de la Marine à Paris, le musée de la Marine, etc. Et déjà rien que cela, sur les 5 dernières années, c'est déjà une part vraiment substantielle de l'investissement touristique qui fait. Donc il y a une question de rééquilibrage aussi de l'investissement. Et de toute façon, cette tendance de la diminution des subventions, là véritablement, elle commence. Voilà, elle commence vraiment et elle va durer, c'est sûr. Donc il y a la nécessaire question de penser le patrimoine, non plus uniquement par l'investissement, mais aussi par l'exploitation. Et c'est même plutôt de dire on commence par l'exploitation pour penser ensuite l'investissement, ce que disait David tout à l'heure.
C'est nouveau pour les collectivités, si on parle du patrimoine public, parce que pour les collectivités, on pense toujours investissement, c'est assez facile finalement. On a un bâtiment, on investit, bon, c'est de la maîtrise d'ouvrage public, ça roule. Sur l'exploitation, c'est pas forcément le métier des collectivités. Les collectivités ne savent pas forcément gérer un restaurant, ne savent pas gérer une activité d'hébergement, une boutique, une privatisation, etc. Donc c'est nouveau, c'est pas forcément dans leur champ de compétences, donc c'est pas à eux de le faire. Donc il va falloir aussi, si on parle d'exploitation, d'aller voir des opérateurs privés, des gens dont qui c'est le métier, qui sont des professionnels, des exploitants, des investisseurs. Voilà. Donc il y a question aussi du dialogue aussi avec des gens qui ne parlent pas le même langage. Le troisième point, c'est, alors ça peut paraître paradoxal ou ça peut vous surprendre, mais c'est que le patrimoine seul ne suffit pas. Et qu'il faut, effectivement, il y a la question de la programmation et d'un concept qui est fort. Voilà. Pourquoi le patrimoine seul ne suffit pas? Alors parfois les élus pensent l'inverse, ils disent mais j'ai le plus beau château du monde, forcément les gens vont venir le voir ou forcément des investisseurs vont venir pour investir et créer un hôtel 5 étoiles dans mon château. En fait ça ne marche pas comme ça, c'est presque même l'inverse. C'est-à-dire que pour un investisseur, le patrimoine c'est presque repoussoir. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'investir dedans, beaucoup plus que dans un bâtiment neuf, ça va coûter cher chaque année dans l'entretien, et puis c'est très long de porter un projet de patrimoine. Je peux vous citer 10 exemples, 20 exemples, même des récents. Je pense au Hangar Y qui est sorti, peut-être que vous connaissez, un lieu événementiel aux portes de Paris, pourtant un environnement super favorable dans les Hauts-de-Seine. Ça a mis 10 ans à sortir ce projet. Donc quand vous êtes une PME qui fait de l'hôtellerie, quand vous faites de la restauration et que vous avez un projet qui met 10 ans à sortir, vous n'avez pas les reins solides en fait, pour suivre la collectivité, être embarqué et dire ok, pendant 10 ans je vous suis, je ne vais pas avoir de chiffre d'affaires, mais on y va. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il va falloir vraiment penser les projets par l'exploitation et essayer de s'adapter effectivement aux réalités économiques des entreprises qui vont gérer au final l'activité. Et puis ensuite, c'est la question des modèles économiques. Et là, rapidement, effectivement, j'ai présenté quelques exemples et de dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, heureusement. Et qu'en fait, c'est là la difficulté, c'est que c'est de la haute couture. Chaque projet est unique, chaque projet est dans un environnement géographique particulier, parfois urbain, parfois rural, parfois avec une forte saisonnalité, parfois avec des flux toute l'année, parfois avec du tourisme d'affaires, parfois il n'y en a pas. Bon. Donc il va falloir regarder vraiment les réalités économiques dans ces territoires et puis regarder l'histoire du lieu. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de l'imaginaire. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un site patrimonial. Il y a une histoire, il y a un vécu. Il ne faut pas non plus être contraint par cette histoire, mais voir comment on peut s'appuyer dessus pour la valoriser et poursuivre un petit peu l'histoire. Voilà. Donc simplement quelques exemples peut-être qu'on peut présenter. Merci. Alors, j'ai pris des exemples, il y en a 2-3, simplement dans des environnements géographiques à chaque fois différents pour montrer comment le parti pris qui a été choisi par les porteurs de projets. Un premier exemple d'un site dans les quartiers nord de Marseille qui va s'appeler l'Aérosol. Donc c'est un projet qui n'a pas encore vu le jour. Aujourd'hui, c'est un site patrimoine vacant. On l'accompagne dans le cadre de Réinventer le patrimoine. Et il devrait être inauguré d'ici un an et demi. En fait, il y aura une activation progressive du lieu, mais les premiers espaces vont ouvrir l'année prochaine. Donc le projet de l'Aérosol, c'est dans une ancienne savonnerie, 1880, dans un quartier assez difficile de Marseille, dans le 15e arrondissement. Et le projet des porteurs de projet, c'est de développer un lieu de culture urbaine dédié au hip-hop et au street art. Ça a déjà été fait en fait, ce projet s'appelle l'Aérosol, il y a déjà une expérimentation dans une friche SNCF à Marseille, à Paris, près de la porte de la Chapelle. Et il y a la volonté maintenant de le faire dans plusieurs lieux, dont Marseille sera le premier qui va ouvrir l'année prochaine, et puis il y aura également un site Cathédrale du Rail, un site immense que vous découvrirez peut-être un jour, plutôt 2028-2029 à Saint-Denis, et un autre site à Toulouse. Et ce lieu, il a vocation à embrasser toutes les disciplines des cultures urbaines, du hip-hop, et proposer une programmation riche à destination de tout un tas de visiteurs et de clientèle. En fait, il se dit, si je prends uniquement le site patrimonial, qui est vraiment atypique à Marseille, il n'y a pas beaucoup de sites comme ça industriels qui va pouvoir attirer de lui-même. Mais les porteurs de projets se disent, si jamais je prends uniquement cette enveloppe bâtie, ça ne suffira pas. Voilà, il faut vraiment avoir une programmation riche qui fasse venir matin, midi, soir, des visiteurs différents, des visiteurs du quartier, des visiteurs de passage à Marseille, etc., pour pouvoir nourrir une activité, un flux et un chiffre d'affaires. Et c'est assez atypique parce que dans l'industrie culturelle et créative, c'est un lieu vraiment qui va devoir s'autosuffire, ça va être un site privé, qui ne touchera pas de subvention d'exploitation, qui va devoir trouver son modèle économique uniquement par la somme de ses activités. Voilà. Donc il y a beaucoup d'activités, je ne vais pas toutes les développer, mais il y aura des activités culturelles. Vous aurez un musée, vous aurez des concerts,
mais vous aurez aussi des activités marchandes, comme des boutiques, comme de la restauration, comme de la privatisation. Alors, pensez vraiment dans le modèle économique de sites urbains que la privatisation, c'est vraiment quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, qui permet en tout cas d'équilibrer des activités qui, elles, culturelles, vont avoir l'attractivité, mais ne vont pas nécessairement rapporter. Donc c'est vraiment une péréquation des deux. Voilà. Donc cet exemple, je le trouvais intéressant pour cette question de programmation, c'est de se dire, on n'a pas uniquement une entrée patrimoniale, on a aussi une entrée par le contenu. Voilà. Et donc c'est la somme des deux qui va permettre d'avoir un projet viable. Peut-être on peut passer au deuxième projet qui est dans un environnement complètement différent, un site rural en Mayenne et qui a là un modèle économique basé sur un monoproduit. Mais pour avoir un monoproduit, il faut avoir un concept hyper fort. Voilà. Alors on va revenir peut-être sur la diapo la diapo précédente. Donc c'est le château de la Masure qui aujourd'hui s'appelle Château des Langues, qui n'a pas je dirais, des atouts patrimoniaux très importants, quoi. C'est une grosse bâtisse, un gros manoir, comme on peut en trouver dans ce lieu, dans cet environnement géographique. Mais finalement, les propriétaires qui ont hérité de ce château se sont dit il faut qu'on trouve quelque chose pour le faire vivre, parce qu'un chiffre que je dis souvent, parce qu'on peut toujours penser, voilà, les propriétaires de châteaux sont chanceux, un château en moyenne, pour l'entretenir pour un propriétaire privé, c'est 80 000 € par an. C'est une moyenne, hein, effectivement, si on a des châteaux, des très gros châteaux, c'est beaucoup plus. Mais voilà, une moyenne en France, c'est 80 000 € à peu près. Donc il faut chaque année, de toute façon, trouver 80 000 € pour entretenir, indépendamment de toute forme d'activité. Voilà, donc ça, c'est quand même un point de départ important. Et le Château des Langues, c'est simplement un concept très fort où on va proposer une immersion à des publics. Alors plutôt au départ, il y a 40 ans, des publics adolescents. Aujourd'hui, c'est plutôt des cadres de grandes entreprises. Des immersions d'une semaine pour pouvoir pratiquer l'anglais. Ça paraît simple, mais c'est vraiment une expérience qui est unique en France parce que ça permet d'avoir une expérience linguistique. Voilà. On va vraiment être immergé en anglais, interdiction de parler en français pendant une semaine, mais aussi une expérience culturelle parce qu'on va être dans un environnement naturel, on va pouvoir déconnecter aussi de la pression urbaine, et puis dans un cadre aussi plutôt sympa qui est celui d'un château à la campagne. Voilà. Et donc c'est un modèle qui marche très bien, ça fait 40 ans qu'il fonctionne, et commence à se développer aussi un principe de franchise où on va développer d'autres châteaux des langues un peu partout en France. Il y en a un donc dans la région lyonnaise qui s'est développé, il y en a un troisième qui est en train de s'ouvrir également. Et moi je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu cette réflexion sur le concept, en se disant il faut que je fasse venir des flux, il faut que je trouve un contenu, ce ne sera pas uniquement la valeur patrimoniale du site qui va pouvoir attirer. Voilà. Donc ça c'est un exemple de monoproduit inspirant. Et puis si on continue, pour aller plus vite, donc là on est le Moulin-Mer de Logonada-Oulas, site aujourd'hui fermé au public, sublime, en Bretagne. Les porteurs de projets sont venus nous voir à Tout France en disant on a un super projet de résidence artistique, ça va être génial, c'est un projet culturel, on pourra avoir des concerts, etc. Bon, par contre, petit problème, il faut acheter le site et il faut rénover, il y en a pour 6 millions d'euros. Bon, on s'est dit on va les intégrer en sachant pertinemment que ça ne marcherait pas. Mais on s'est dit le concept est génial, le site est magnifique, mais il va falloir à un moment faire un mariage. Il va falloir faire un mariage entre ces porteurs de projets-là et des investisseurs qui vont apporter plutôt la brique marchande, la brique touristique. Et donc on a fait rencontrer ces porteurs de projets avec des investisseurs bretons qui interviennent dans l'hôtellerie patrimoniale, et ils sont en train de monter un projet d'hôtellerie patrimoniale complètement unique en France aussi. Et c'est vraiment là aussi la somme des deux qui va permettre d'avoir un modèle investisseur qui va permettre de pouvoir racheter le site et de réaliser les travaux et de verser un loyer. Voilà. Et puis rapidement aussi, toujours en Bretagne, mais plutôt côté Morbihan, Belle-Île. Donc là, on a un environnement insulaire. Donc, comment trouver un modèle économique dans cet environnement-là? Des porteurs de projets qui rachètent le site, enfin qui ne le rachètent pas, pardon, c'est dans le cadre d'un bail longue durée. Le ville appartient toujours à la ville du Palais. Et qui se dit j'ai envie de proposer une programmation à l'année. Et comment je fais? Parce qu'il y a 5000 personnes l'hiver et puis 40 000, 50 000 l'été. Mais en fait, ils vont développer des activités marchandes lucratives l'été, durant la saison touristique, volontairement. Ils vont adapter leur programmation en conséquence pour ensuite pouvoir lisser les dépenses tout le reste de l'année pour proposer une programmation aux habitants. Et c'est là où je trouve aussi que dans cette logique de tiers-lieux et de sites ouverts à l'année, de sites d'activité, on peut trouver comme ça des astuces. Là, le modèle économique, ça fait sur la question du calendrier et de la saison touristique.
Mais à chaque fois, effectivement, la petite phrase de conclusion, mais que voilà, je répète, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est de dire effectivement qu'il faut toujours adapter son modèle à son environnement, et donc faire une étude de marché et à son lieu. Et donc là, c'est d'essayer de bien le comprendre, de bien le connaître. Voilà, et puis on peut peut-être terminer rapidement, simplement voilà, sur la question du centre de ressources de l'inventaire de patrimoine. Donc je vous invite à aller voir, on a un site internet, l'adresse ensuite, et on vous communiquera. Simplement vous dire que donc on réfléchit nous à ces questions de modèle économique, d'usage. On a un certain nombre de données qui sont mises à disposition et qu'on va avoir notamment dans quelques jours un travail qui est important, je trouve, qui va paraître, un outil Excel qui permettra à des gestionnaires ou à des porteurs de projets de sites patrimoniaux de se comparer avec d'autres sites comparables en France. Donc vous aurez une base de données de 350 sites en France qui sont à minima ouverts 6 mois dans l'année et qui ont à minima une activité économique, et de pouvoir se comparer avec eux, soit au global, soit sur les 350 en France, soit par région, par grande région française. Donc vous avez vous pouvez vous comparer donc, au global sur vos performances d'activité, chiffre d'affaires, autofinancement, etc. Ou alors par activité isolée, effectivement. Est-ce que je suis bon sur mon activité de billetterie? Est-ce que je suis bon sur mon activité de boutique, de restauration, d'hébergement touristique, si vous en avez? L'idée, en fait, c'est d'apporter de la donnée, parce que dans cette filière du patrimoine, effectivement, il faut qu'on travaille sur la question économique, mais il faut aussi qu'on dote les porteurs de projets et les gestionnaires d'outils. Donc c'est aussi une des missions qu'on se donne à Atout France avec ce programme Réinventer le patrimoine. Voilà. Merci Valère. Donc ce comparateur Réinventer le patrimoine, bravo. Merci. Pour être efficace, quelques réactions rapides. Sébastien, peut-être? Oui, deux points rapidement. Je trouve que c'est très intéressant. Je crois que ce qu'on a tous besoin, c'est d'avoir une boîte à outils à un moment donné. Il nous faut une boîte à outils pour voir qu'est-ce qui marche ailleurs. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est là aussi, c'est le réseau, c'est mettre en lien, c'est se rencontrer. Et on a besoin de ça parce que même si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, on a tendance à s'enfermer aussi sur sa propre activité. Et ça régénère un petit peu d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui marche ailleurs. Et ça, c'est deux éléments qui sont pour moi très très importants. Merci Sébastien. Charles Benoît. 3 points, merci, c'était vraiment passionnant et les exemples sont très concrets. Donc moi j'étais très sensible bien évidemment à ce que vous avez évoqué sur finalement penser à un projet en associant des compétences complémentaires. Ça c'est un vrai élément et ça amène à quel est le rôle des tiers de confiance qui peuvent faire rencontrer ces projets dont votre institution peut être partie prenante. Le deuxième élément, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur le site, sa programmation, et j'y rajouterai une troisième dimension, c'est finalement quelles sont les compétences qui sont mobilisées. Autrement dit, au-delà des actions, quels sont les acteurs. Et nous, on travaille beaucoup sur cette question des lieux et des liens, avant que nos amis d'ailleurs de l'ANCT n'utilisent ce terme dans un programme, c'est-à-dire finalement dans le lieu, qui sont les acteurs qui l'animent, finalement quel est ce profil de ceux qui connaissent le territoire et qui vont rattacher finalement l'animation, pas seulement à l'histoire du projet, mais finalement à tout l'ensemble de son territoire, ce que nous appelons les catalyseurs territoriaux, ceux qui vont justement raconter un territoire à travers l'expression du lieu et finalement élargir le lieu pour le remettre dans son contexte territorial. Ça, c'est un deuxième point qui est important. Puis le troisième point, vous l'avez très justement évoqué, la grande différence entre les modèles français et les modèles très publics et les modèles anglo-saxons très privés. Je voudrais quand même réévoquer en cette année de 20e anniversaire de la loi mécénat, on était autour de l'ancienne ministre assez récemment pour fêter les 20 ans de la loi mécénat à Yagon. C'est intéressant de voir qu'au-delà d'avoir mis un cadre juridique, qui est le cadre juridique de la défiscalisation le plus intéressant de l'ensemble de l'Europe, et peut-être même du monde, donc ça veut dire un cofinancement public-privé, défiscalisation égale cofinancement public-privé, que c'est dans la territorialité et dans la territorialisation que les choses se sont faites. Et quand on voit le remarquable travail du pôle mécénat du ministère de la Culture, ça a été non seulement de mettre en place des partenariats
avec les métiers du chiffre et des lettres, hein, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, les avocats, mais aussi de favoriser le développement territorial. Et ce qui est très intéressant dans cette aventure, c'est qu'en 2014, notamment à travers toute l'impulsion qui avait été faite par Mécène et Loire, ça a été l'émergence de pôles régionaux de mécénat. Et ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit toute la coordination interterritoriale du sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance, pas simplement d'un site, mais des sites, et finalement comment tout cela se réarticule. Et je trouve que c'est là aussi où ça peut être une véritable complémentarité. Alors pas forcément de niveau budgétaire, parce que les niveaux du mécénat ne sont absolument pas avec les niveaux des financements publics qui sont derrière, mais finalement là encore, il y a une capacité à inventer ensemble, à réarticuler ensemble les territoires, et je pense qu'il ne faut pas nier dans les modèles socio-économiques la part de cette fonction du mécénat, qui même quand elle est symbolique, peut être très importante, parce qu'elle finance souvent l'innovation. Ce qui est plus difficile de faire, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de financer à la fois l'investissement et l'exploitation, qui sont deux postes essentiels, mais qui financent l'innovation? Et c'est sans doute sur cette partie-là que les fondations et les acteurs mécènes ont le plus travaillé ces 10 dernières années, en passant finalement d'une logique de complémentarité avec ce que pouvaient être les financements publics, que ce soit des financements publics d'État ou des financements publics de coopération territoriale, des collectivités territoriales, pardon. Et donc, on est vraiment dans une vraie complémentarité des rôles, y compris dans les modèles de financement. On en reparlera sans doute tout à l'heure, mais en tous les cas, je trouvais que c'était vraiment important ce que vous avez évoqué dans cette, finalement, pluralité des modèles socio-économiques, parce qu'il n'existe pas de modèle unique, c'est vraiment cette réarticulation qui est à réinventer territoire par territoire. Merci Charles Benoît. Une réaction dans la salle? Une question? Il faut aller vers la prochaine séquence, le prochain plateau avec Charles Benoît. Tout va bien? Valère, tu veux dire un dernier mot sur ce qui vient d'être évoqué? Puis on enchaîne avec Charles Benoît. Non, je suis tout à fait d'accord. Sur la question du mécénat, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en général, pour un bon projet qui a une bonne stratégie de mécénat, c'est aussi qu'il y a un chargé ou une chargée de mission mécénat, hein, donc ça a un coût. Ça peut être en général 10 à 15% du budget. Voilà. Il ne faut pas attendre plus. Et il faut toujours le voir comme un plus, je pense. C'est comme les subventions. On ne va pas se cacher, les projets patrimoniaux sont très difficilement rentables en France. On peut y arriver, hein, bien sûr, mais c'est vraiment une lutte chaque année. Et il faut vraiment chercher à développer ces ressources propres et de se dire le mécénat et les subventions sont toujours un plus. Mais demain, si le mécène il s'en va, qu'est-ce que je deviens, quoi. Voilà. Donc il faut toujours essayer d'être indépendant par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant pour un sujet de réflexion pour tous les sites patrimoniaux en France, dans ce contexte un peu de diminution des dépenses publiques, c'est un indicateur, c'est le taux d'autofinancement. Et c'est de se dire d'abord, essayer de le mesurer. C'est quoi mon taux d'autofinancement aujourd'hui? Donc en fait, il faut expliquer, c'est simplement la part des recettes propres sur le budget global d'un site. Et peut-être, pourquoi pas, de l'inscrire dans les conventions d'objectifs aussi des établissements, des grands établissements patrimoniaux en France pour essayer de le mesurer et d'essayer de le faire progresser d'année en année quand le contexte le permet. Voilà. Je pense que ça peut être une piste aussi pour développer les modèles économiques des sites patrimoniaux en France. Merci beaucoup. On peut applaudir Valère Rousseau pour cette contribution passionnante. Sur le dernier plateau, la parole est à Charles Benoît Hetzig, qui vient ici à Saumur. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Charles Benoît, avec une forme d'émotion, d'un retour sur un territoire que vous avez chéri un certain temps. Une petite phrase, 2 mots là-dessus. Non, juste 2 mots là-dessus. Jusqu'à l'âge de 16 ans, tous les ans, je venais à Saumur parce que mes grands-parents avaient une propriété du côté de Vivi, enfin à Vivi, et d'ailleurs, conservation du patrimoine et les coûts du patrimoine, ça, je vous le concède totalement, parce que c'est inenvisageable de garder la propriété familiale eu égard à son coût. Et juste, ça faisait 40 ans que je n'étais pas revenu. Et donc, je suis assez ému de revenir ici. Quand j'étais jeune, j'ai quitté à l'âge de 16 ans et j'avais dit je ne reviendrai à Saumur que quand j'aurai racheté le château. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de racheter le château et c'est pas avec un laboratoire d'intérêt général que je pourrais le faire. Mais je suis très heureux de pouvoir revenir pour justement parler de la valeur du patrimoine parce qu'il est à la fois matériel et immatériel. Alors, j'aimerais commencer par le lien avec les 2 interventions qu'on a eues. D'abord parce que ce que vous venez juste de dire sur la place du mécénat
est pour moi très important, c'est-à-dire ça n'est pas un outil d'équilibre, c'est un outil de transition. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, c'est-à-dire ça n'est pas quelque chose de durable, mais c'est quelque chose qui, à un moment de changement, peut jouer un rôle important. Et finalement, on est en train de parler de transition, donc c'est un outil intéressant. Et monsieur le directeur, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la construction avec les habitants il y a 20 ans. Et j'ai une petite anecdote. En 2021, j'étais invité au Congrès des maires par l'AMF, parce qu'on venait de publier un dossier spécial sur l'innovation territoriale et l'AMF avait une table ronde sur co-construire avec les habitants. Et je me souviendrai toujours de l'introduction du journaliste en disant « Il aura fallu attendre 104 ans et 103 congrès des maires, puisqu'on était dans le congrès des maires post-Covid, où pour la première fois en plus de 100 ans, il n'y avait pas eu de congrès des maires en 2020, pour que la question se pose. » Et je voudrais juste qu'on prenne conscience de la temporalité de tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on se dit aujourd'hui, finalement, est complètement révolutionnaire par rapport à ce qu'on était capable de se dire il y a 18 ans. Et le petit schéma qui est derrière, finalement, nous invite à nous remettre dans une temporalité et de comprendre la rapidité de la temporalité. Pourquoi ? Parce que quand on a créé un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun en 2006, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est déjà difficile à comprendre. À l'époque, c'était inaudible. Comment les acteurs publics et privés, qu'on vient de l'évoquer juste à la seconde, peuvent construire ensemble des communs pour justement permettre les transitions, était un non-sujet. C'est pour ça qu'avec la Caisse des dépôts, en tous les cas, un non-sujet de communication et de perception. C'est pour ça qu'avec la Caisse des dépôts, en 2008, on a créé l'Observatoire des partenariats pour se dire, est-ce que c'est un non-sujet parce qu'on n'en parle pas, ou est-ce que c'est un non-sujet parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et dès 2008, on a mené les premières études auprès des citoyens. Merci, est-ce que ça va mieux ? Oui. Auprès des citoyens, auprès des élus locaux, auprès des dirigeants d'entreprise, des dirigeants associatifs, pour leur poser 3 questions. Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Quelles sont les fragilités aujourd'hui en commun que nous avons ? Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir y répondre ? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a structuré ça au travers de plans quinquennaux sur lesquels, progressivement, en cheminant, on a découvert les choses. D'abord, la première chose qu'on a découvert dans le premier plan 2008-2012, c'est qu'en fait, cette réconciliation entre économie et intérêt général, elle était déjà là, mais on ne la voyait pas. Pourquoi on ne la voyait pas ? Parce qu'elle n'était pas du fait des grands acteurs économiques ou des grands acteurs publics, elles étaient plutôt des petits et moyens territoires, des petites et moyennes entreprises qui étaient déjà dans cette dynamique. Et l'exemple que je donnais par rapport à l'émergence de Mécénat Loire et du pôle mécénat régional en est un exemple. Et on a commencé à dire, mais finalement, quelles sont la typologie de ces relations qui peuvent exister, qui vont de la pratique responsable au mécénat, en passant par les coopérations économiques et l'innovation sociétale. Cette diversité de la façon dont l'acteur économique peut être invité à co-construire avec son territoire, avec les associations d'intérêt général, avec les écoles, avec l'ensemble des acteurs, les habitants, finalement des réponses, des solutions face aux défis communs qui existent. Le deuxième élément, on s'est très vite rendu compte que cette question-là, elle était très territorialisée. Et je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, si on est passé entre 2009 et 2021 entre de 26% à 57% des entreprises, toutes entreprises confondues, qui fait du partenariat sociétal, 66% d'entre elles le font au niveau local, 44% régional, 19% national et 7% international. Et là, on a tout de suite compris pourquoi c'était invisible. Parce que c'est très territorialisé. Et que la question des territoires, dans notre imaginaire collectif, n'existe pas. Tout ce qui ne vient pas de Paris n'existe pas. Et pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment, l'imaginaire, finalement, d'une forme d'unification des sujets extrêmement forte. Quand on parle territoire, on parle de métropole. Quand on parle d'entreprise, on parle du CAC 40. Alors que la chance de notre pays, c'est sa diversification. Vous savez qu'on a la moitié des collectivités territoriales de l'ensemble de l'Europe, 34 800, c'est une chance, c'est un immense privilège. On a un tissu de PME, TPE extrêmement fort, on a aussi, bien évidemment, quelques grands fleurons, mais c'est un immense privilège.
Or, on unifie les choses, et donc ce que nous a montré le premier programme, c'est cette richesse par la diversité de la réalité de terrain, où nous nous croyons gros, et en fait on est plutôt moyen. Et c'est plutôt une grande chance. Le deuxième élément, c'est qu'on a voulu savoir, entre 2013 et 2017, quelles étaient les fragilités prioritaires par territoire. Et bien évidemment, fragilité prioritaire par territoire, ça voulait dire finalement comment chacun d'entre nous, donc concitoyens, élus locaux, dirigeants d'entreprise, dirigeants associatifs, percevait les fragilités prioritaires de son territoire. Et bien évidemment, dans des études représentatives à l'ensemble alors on l'a fait au niveau des grandes régions métropolitaines. Notre grand dame, c'est de ne pas avoir encore pu investiguer autant qu'on le voulait les territoires ultramarins, mais on va avoir le premier cahier de recherche sur la Réunion qui va être publié cette année, mais de comprendre quelque part qu'on ne pense pas ni les fragilités, ni la façon de faire société de la même façon d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est un élément déterminant parce que on peut avoir un cadre commun, on peut avoir des lois communes, on peut avoir un enjeu commun, et l'agenda 2030 des objectifs de développement durable en est un, mais la façon dont on va prioriser les réponses et dont on va créer les dynamiques communes pour y répondre sont diamétralement différentes. Et je vous invite à regarder pour cela les fiches repères que l'on fait sur les régions, pour regarder à la fois comment chacun voit les fragilités de sa région, les priorités des fragilités de sa région, et la façon, les dynamiques d'alliance qui se créent, et cette éminente co-construction territoriale dont on voit qu'elle est en émergence de plus en plus importante. Ça nous a amené au troisième plan quinquennal, 2018-2022, pour dire, mais finalement, quels sont les impacts? Qu'est-ce que ce faire alliance nous dit des impacts concrets que ça peut avoir? Et alors là, je vous le cache pas, parce que on a été quand même contacté par l'ONU, parce que de faire une étude d'impact du 17e objectif du développement durable à l'échelle d'une nation représentative aux 13 régions métropolitaines, ça, personne n'avait risqué de le faire. Personne. Aucun autre pays ne l'a fait que nous. Il fallait être complètement dingue pour faire ça. 21 statistiques représentatives à l'univers, 1000 exemples inspirants recensés, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux. Ça a été pendant 5 ans avec nos amis de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, un truc mais pharaonique. Hein. Mais ça a été passionnant. Pourquoi? Parce que ça nous a montré qu'il y avait une convergence d'opinions et de nos concitoyens et de nos élus locaux et des dirigeants d'entreprise et des dirigeants d'associations sur le fait que ça produit de la performance, de l'innovation et de la confiance. Et pas parce que c'est de la théorie, parce que chacun d'entre nous en a des exemples très inspirants. La dernière étude que l'on a faite, qui n'est pas dans ce programme-là, qui est dans celle du premier, du nouveau programme qui est celui sur l'écosystème, non plus comment chacun pense les choses, mais comment les choses s'articulent. C'est l'étude que nous avons réalisée l'année dernière sur les jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans. On a publié le rapport pour la 6e journée mondiale de l'éducation le 24 janvier prochain, 18 mois de recherche sur le sujet. Je vous invite vraiment à regarder cette étude, elle est passionnante, la façon dont les jeunes appréhendent la dynamique. Et alors, il en va des jeunes que des territoires et des entreprises. Par pitié, ne mettons pas un J majuscule et sans S, mais bien évidemment de la diversité des jeunesses, puisque on a exactement le même élément. Alors, ça nous amène à quoi ce cheminement-là? Parce que c'est un cheminement empirique. Hein. Moi, je vous parle de cas très concrets. Hein. Les 1000 exemples très concrets de la base impact, hein, c'est vraiment comment à Montargis ça se passe, dans une PME territoriale, ou comment en Hauts-de-France ça se passe dans un familistère, ou complètement par hasard, hein, j'ai dit ça. Cette dynamique-là, la richesse de cette dynamique, qui est aujourd'hui une valeur et un patrimoine absolument non conscientisé. Et pourquoi c'est important, la page d'après? Parce que, quelque part, on se rend compte que l'étude d'impact que nous avons fait, oui, la page d'après, pardon, je pensais que c'était clair, excusez-moi. L'étude d'impact qu'on a fait pendant 5 ans nous montre 2 choses qui sont essentielles. D'abord, et j'étais très sensible à ce qui a été dit en introduction ce matin, si on ne travaille pas sur 3 temporalités, on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que si les alliances sont source de performance, d'innovation et de confiance, il faut bien qu'on ait conscience que ça n'est pas la même temporalité.
L'impact de la performance, c'est à 18 mois. L'impact de l'innovation, c'est à 7 ans. Un temps d'innovation, c'est 7 ans. On peut faire ce qu'on veut. Il ne faut pas qu'on tire sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Une innovation, c'est 7 ans pour être certain du moment où elle naît au moment où la preuve de concept est vraiment assurée, c'est 7 ans. Sinon, c'est les feuilles mortes dans l'élément. C'est un élément qui est totalement déterminant dans nos éléments. Pourquoi 7 ans? On peut se dire, mais c'est comme ça. Non, parce qu'en fait, il se trouve que dans l'histoire de l'humanité, depuis toujours, il y a un truc qui n'a pas changé. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est entre le moment où on découvre quelque chose et le moment où c'est un acquis pour nous, c'est 7 ans. Vous pouvez avoir tous les outils du monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Notre temps d'appropriation, c'est 7 ans. C'est pour ça que les temps d'innovation sont de 7 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, historiquement parlant, que les anciens disaient l'âge de raison, 7 ans, à 14 ans, on commence à travailler, 21 ans, la majorité. Ces cycles-là sont des cycles biologiques. Et il y a bien un moment donné où il faudra qu'on se dise que la biologie, c'est pas simplement l'analyse du vivant, c'est pas simplement l'analyse des plantes qui sont à côté de nous, c'est comprendre comment nous aussi on fonctionne. C'est pas nos outils qui fonctionnent pour nous, c'est quand même nous qui fonctionnons. Et normalement, les outils doivent être notre service. C'est pas toujours le cas, mais il faut qu'on réinvente ça. Donc quelque part, la dimension tactique de la performance à 18 mois ne doit pas cacher la dimension stratégique de l'innovation à 7 ans. Mais il y a une troisième dimension. Et là, on le sait, et on le sait là encore depuis très très longtemps. C'est que pour recréer une confiance dans un moment de doute, c'est 28 ans. Alors pourquoi 28 ans? C'est assez simple. Parce que c'est 4 saisons de 7 ans. Là, c'est pas bête. Franchement, là encore, on peut faire tout ce qu'on veut avec tous les outils qu'on veut. Nous restons des animaux vivants. Donc, quelque part, pour reconstruire une confiance dans un imaginaire qui est troublé, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été les mêmes cycles. Et donc, quelque part, c'est pas un hasard si aujourd'hui, nous avons besoin de faire converger des cycles de temporalité qui ne sont pas les mêmes. Et si on ne prend pas conscience de l'importance de travailler sur ces 3 cycles, en fait, on ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Et vous comprenez pourquoi, dans le Pont du Gard, j'étais aussi intéressé par ce que vous nous disiez sur les 20 ans que l'histoire millénaire du Pont du Gard. Parce que ça ne s'oppose pas, ça s'articule. Si un patrimoine, c'est juste un patrimoine pour des vieilles pierres, moi, vous savez, en Champagne, les vieilles pierres, elles ont beaucoup servi. Elles ont servi d'abord à créer du recortorum. Après, on a tout détruit, on a tout fait des choses. Et c'était très bien parce que les vieilles pierres qui ont servi, elles ont surtout fait des crayères et on y garde le champagne. C'est très important pour le champagne. Mais quelque part, je crois que c'est à peu près la même chose chez les troglodytes chez vous. Mais quelque part, ce qui est important... Oh, vous m'avez été trop vite, là. Hop, revenez voir. Ce qui est très important, c'est que comment on va faire? Comment on va articuler ces 3 temps? Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas complètement bêtes, qui s'appellent les nations. Et parfois, elles s'unissent, et parfois, elles se disent, on est en train de vivre un temps qui n'a jamais existé. Et en 2015, les 193 nations des Nations Unies ont dit, on est en train de vivre un temps qui est historique. Si on ne fait pas une systémie, tout acteur, tout domaine, tout territoire, on va dans le mur. Donc il faut faire un agenda 2030 qui va être un agenda qui va articuler l'ensemble de tous les domaines, concerner tous les acteurs, dans tous les territoires. Et il y a les pays du Sud qui ont dit, vous êtes gentils, vous les pays du Nord, mais comment on va articuler tout ça? Et en une nuit, c'est écrit le 17e objectif. C'est très simple, il se résume dans une phrase. Comment allons-nous faire ensemble ce qu'aucun acteur ne peut faire seul? Et comme c'est très bien de signer aux Nations Unies, c'est encore mieux de se dire qu'à mi-chemin du parcours, tout n'est pas fait, mais on est très très loin de ne pas avoir avancé. Mais surtout, ce qui est très important, c'est ce qui s'est dit cette année, c'est de dire, si on ne comprend pas que c'est à travers l'innovation territoriale que les choses se jouent, on n'a absolument rien compris. Vous savez, c'est un peu comme un médecin qui dirait, ou des investisseurs qui diraient, on va investir dans Sanofi, la pénicilline n'existe pas encore. Non, c'est bien Sanofi, pour produire la pénicilline en masse, c'est très bien. Mais si Fleming ne l'a pas inventé, ça ne sert à rien.
Nos territoires jouent aujourd'hui un rôle d'innovation territoriale qui réinvente les modèles de demain. Et ma petite allusion tout à l'heure à nos amis égyptiens qui ont inventé le phénomène de l'alliance en moins 3100 avant Jésus-Christ, on n'a rien inventé. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ça devait être difficile parce que la Haute et la Basse Égypte, ça n'a rien à voir. Sauf qu'ils s'étaient rendus compte que s'ils ne faisaient pas alliance, ils ne pourraient pas développer ni le nord ni le sud. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette question-là, elle est au cœur de nos débats. Est-ce que face à la transition que nous sommes en train de vivre, nous acceptons qu'il faille faire alliance, y compris avec ceux que je n'aime pas? Ça apporte un nom en France, qui est d'ailleurs pas traduisible en anglais, s'appelle l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas ce que je décide ou ce que je m'attribue, c'est pas ce que moi, État, ou moi, acteur public, je fais. Non, l'intérêt général, c'est ce qui nous dépasse tous, qui fait le lien entre nous. Et c'est un concept d'ailleurs qui est totalement intraduisible. C'est pas le general interest, ça n'existe pas en anglais. Et common good, le bien commun, c'est encore un autre sujet. Ça, je vous invite à lire le livre Commun, discours de la méthode qu'on a publié en octobre dernier. Il vous dit tous ces éléments-là. Mais pour en revenir concrètement aux choses, c'est sur nos territoires que ça s'invente aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, et je le redirai en conclusion, mais je vais bientôt conclure. Bon, je vous vois, mon cher Bruno, vous dire que je vais dépasser tous les temps, comme d'habitude. Mais j'ai fait 18 ans de recherche avant de venir vous parler. Alors vous comprenez, je vais prendre un tout petit peu de temps à vous dire ce que l'expérience de terrain montre. Mais plus sérieusement, si nous ne comprenons pas que pour articuler ces temps, il faut qu'on ait un territoire en commun, eh bien, on ne pourra pas d'abord réinventer un équilibre pour prendre le risque de l'entre-tous, parce que, quelque part, c'est pas ce que l'action de chacun fait qui ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est l'articulation entre les acteurs. Et c'est ça qu'on doit réinventer. Et vous savez aussi bien que moi, puisqu'on le vit tous au quotidien, que c'est assez facile d'être d'accord avec l'entre-soi, mais d'être d'accord avec ceux qui ne pensent pas du tout comme moi. Que ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs ont sans doute une contribution dans la transition qu'on est en train de vivre. Ça s'appelle l'intérêt général, mais c'est sans doute quelque chose à réinventer. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça vient quand on est en train de parler de modèle socio-économique? Et là, c'est le slide suivant. Parce que nos travaux de recherche ont posé dès 2009, suite à des travaux que nous avions menés avec la Croix-Rouge française d'une part et avec l'AFM Téléthon d'autre part, bel exemple de modèle socio-économique où on peut devenir leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires en vendant des crêpes et des ballons, grâce à nous tous, une fois par an. On voit bien que, quelque part, si nous ne réintroduisons pas l'autre dans nos modèles socio-économiques, nous n'y arriverons pas. Et donc, les piliers de tout modèle socio-économique, qu'il soit public ou privé, reposent, selon nous, sur 3 piliers essentiels. D'abord, les richesses humaines. Vous avez vu, je n'ai pas dit les ressources humaines. Ce n'est pas un objet, les femmes et les hommes. Ce sont avant tout une richesse. Donc, quelles sont les richesses humaines? Quels sont les talents, les forces de frappe dont je dispose pour pouvoir faire mon projet? Deuxième point, bien évidemment, quelles sont les ressources financières? Ça, c'est une évidence. Mais le troisième point, si on ne met que ressources humaines et financières, on est dans tout le grand débat depuis la fin du 19e siècle, capital-travail, quel est l'équilibre entre les deux, etc. Bon, c'est très bien ça, mais ça nous centre sur nous-mêmes. D'accord? C'est un enjeu de performance. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas la performance, c'est la pertinence. Est-ce que l'action que je fais est utile pour notre société? Et là, ça nous oblige, et c'est ça la grande innovation, à rajouter un troisième levier dans tout modèle socio-économique, c'est avec qui je fais alliance pour m'assurer que ce que je fais n'est pas simplement performant pour moi, mais utile pour l'écosystème dans lequel je suis. Et vous voyez immédiatement le lien à nouveau avec le territoire. Si je ne connecte pas la capacité de mon modèle socio-économique à cette troisième question qui est quel lien je fais, qu'est-ce qui me garantit des acteurs qui sont externes à mon organisation de pouvoir faire finalement
utilité, sens, eh bien, je suis totalement certain que je peux être le plus performant du monde, mais ça ne sera pas durable. Et donc la réintroduction de cela, c'est un point éminemment stratégique. Et vous savez, en stratégie, on a un élément qui est de dire, il y a fondamentalement 3 grandes stratégies. La première stratégie, on la connaît malheureusement bien, et on la vit tout à fait d'actualité, c'est la stratégie du plus fort. Ça, c'est la première stratégie, ça, on la connaît. La deuxième, on la connaît aussi très très bien, c'est la stratégie judo, appelée judo, c'est-à-dire la stratégie du plus agile. Vous savez, en judo, c'est pas forcément le plus fort qui gagne, c'est celui qui sait utiliser la force de l'autre pour le faire tomber. Ça, on connaît bien cette stratégie-là. Mais si je suis ni le plus fort ni le plus agile, je fais comment? Il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie du salami. Vous savez ce que c'est que la stratégie du salami? C'est très simple. Comme tout le monde veut la tranche de salami, la seule façon de l'avoir, c'est d'être le meilleur ami des 2 tranches de pain. En l'occurrence, dans un modèle socio-économique, si vous avez des richesses humaines qui créent de la valeur et une stratégie d'alliance qui crée la durabilité de votre projet, alors le salami qui est le financement, il finira par venir. C'est pas un miracle, c'est une évidence. Et il faut qu'on repense à cette dimension-là, c'est-à-dire non plus dans une logique gestionnaire du modèle socio-économique, pas dans une forme de métaverse organisationnel de ce que serait qu'un modèle socio-économique, mais revenir au sens premier du sens économie. L'économie en grec, ça veut dire l'équilibre de la maison. Et l'équilibre de la maison, il nous touche tous. Et quand on analyse ce qu'on vient de se dire depuis ce matin, c'est-à-dire que le patrimoine, le lieu, c'est le moment où on recrée du territoire, où on est capacité finalement de réinventer notre imaginaire collectif, où on est capable non seulement de regarder ce qui s'est passé dans 2000 ans en arrière, mais aussi de dire que dans 7 ans, on aura atteint les objectifs de développement durable et que 2050, nos jeunes seront contents de dire qu'on a réussi à la transition avec eux. Alors oui, ça prend un sens, le modèle socio-économique, qui n'est pas simplement les quelques chiffres qui vont derrière. Dernier point, parce que je ne venais pas venir sans cadeau, parce que effectivement je n'étais pas venu depuis 40 ans à Saumur, et donc j'ai 2 cadeaux à vous offrir. Dernier slide. Un peu teasing. Ah, il n'est plus là. Eh ben c'est pas grave. On me l'avait supprimé. Je vais donc l'annoncer officiellement. Avec le ministère de l'Éducation nationale, tous les mois, nous organisons, tous les 3e jeudis du mois, un webinaire qui est sur les nouveaux modèles socio-économiques d'intérêt général. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes le 3e jeudi du mois. Et donc, nous avons choisi ce mois-ci l'innovation territoriale. Et donc, si entre 13h et 14h30, mais je crois que ça reprend avant 14h30, donc, mais au moins 13h et 14h, vous voulez vous connecter à ce webinaire, vous serez les bienvenus puisqu'il sera en direct de Saumur, en direct de l'Aude, de Carcassonne et en direct de Paris en simultané. C'était important pour nous de venir marquer à quel point c'est pas simplement la question du patrimoine, une question de vieille pierre, c'est une question de réimaginaire collectif. Et puis comme vous êtes des étudiants, pour une grande part d'entre vous, on a voulu que ça soit simple et que le cours qu'on donnera avec Yann Uliac l'année prochaine soit encore plus simple pour vous. Donc on vous a fait une petite note de synthèse de 4 pages sur comment hybrider les modèles socio-économiques. Elle est en ligne, comme ça vous n'aurez même pas besoin d'assister au cours. Et c'est pour ça que j'étais un peu long, parce que comme ça, de ce fait, tout le monde a gagné du temps. Merci beaucoup. Merci Charles Benoît. Charles Benoît Etzig, président fondateur du Rameau. Merci encore. On arrive à la fin de cette séance ce matin. Peut-être encore 3-4 minutes, juste 3 réactions, si vous voulez. Peut-être Sébastien, en 2 mots, si tu peux avoir une réaction. Ouais, rapidement, parce que là, je suis un peu la tranche de salami. Entre deux côtés, l'aspect très pratique et merci de nous amener à ce niveau de réflexion, parce que je crois que c'est important pour vous qui démarrez sur le chemin
qui va vous amener à une carrière professionnelle. Et puis, parce que vous allez avoir un métier passionnant, ça dépassera votre carrière professionnelle. Et puis, parce qu'on reste toujours de toute façon étudiant quand on apprend, il y a cette nécessité de toujours se replonger sur la théorie, ce qu'ont pensé les hommes et les femmes avant nous, et sur les travaux qui ont été déjà faits. On ne réinvente en définitive rien. Et là, il faut se plonger. Et puis il y a des hommes et des femmes qui savent mettre des mots sur des fois ce que là on a du mal à en mettre. J'ai retenu plusieurs éléments. Vous avez parlé des nations qui savaient se réunir ou se désunir. Et la question qui est majeure, et c'est celle qui m'anime aussi, qui nous anime tous en définitive, si on prend, c'est aussi comment on fait nation, comment on construit, on fait nation d'abord. Et on est dans cette question-là. Et c'est effectivement, je reviens tout à l'heure sur la question du tourisme, et il ne faut pas les opposer non plus, c'est faire avec eux, sans les juger. Voilà. Et puis, dernier élément qui est fondamental, parce que c'est vrai que la réflexion du mécénat, c'est des réflexions qu'on a tous, mais on n'y va jamais, on met jamais la jambe, comme on dit chez nous dans le Sud. Mais parce que c'est compliqué, parce que c'est... Et puis, il y a encore une vieille histoire qui est le mécénat, il vient pour nous permettre d'investir, pour nous permettre d'équilibrer les comptes. Et puis moi, je l'avais en tête en me disant, mais comment ça doit permettre à ceux qui ne viennent pas de pouvoir venir. Et vous avez éclairé aussi cette hypothèse qui est majeure, en fait, l'innovation. Comment ça nous permet de nous projeter et de ne plus être seul. Merci beaucoup. Valère, quelques mots. Merci beaucoup. C'était sur... En fait, on a parlé de méthodologie, là. On a parlé de méthode. Donc ça, c'est important aussi pour tout le monde ici. Bon, moi, j'y ai vu la lecture que je voulais y voir. Alors, ça se trouve, j'ai mal écouté, je ne sais pas. Non, je me disais, en vous écoutant, en fait, il y a 3 temps qui sont à concilier. C'est très difficile dans le patrimoine, mais c'est un peu l'enjeu. Il y a le temps un peu de l'entreprise, il y a le temps du politique, et puis il y a le temps du projet. Et le projet, c'est la vision concertée, la vision partagée, souvent celle qui est sur 20 ans. Il y a certains sites patrimoniaux qui arrivent à le faire. On a parlé du pont du Gard tout à l'heure, on a évoqué le fameux ministère de Guise aussi avec Utopia, c'est des visions sur 20 ans. Et ça, vous, si demain dans vos métiers aussi vous êtes chef de projet, vous devez défendre des projets devant les élus, il va falloir aussi faire comprendre, avoir un peu de pédagogie pour faire comprendre le temps des projets, le temps nécessaire qui va au-delà des mandats politiques. Et donc, je pense que ces travaux, à cet égard-là, sont très importants. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charles Benoît. Et je voudrais juste dire un mot pour conclure. Pour se comprendre, la sémantique est le meilleur et le pire des ennemis. Parce que derrière les mots, on y met tous des choses et des définitions différentes. Et là où le patrimoine, là où la culture est fondamentale, c'est quand on ne connaît pas encore les mots, on peut le vivre. Et je pense que c'est en cela que le patrimoine, c'est en cela que la culture nous apporte, au moment des transitions, quelque chose que le reste ne peut pas faire. Nous n'avons pas encore les mots pour le dire, mais nous avons déjà nos yeux, nos oreilles, le toucher, la capacité d'être vers l'autre, de regarder l'autre. Et ça, c'est ça qui fait en sorte que j'avais envie de ne pas mettre un S à patrimoine, parce que c'est ça le patrimoine mondial de l'humanité. Merci beaucoup, merci à nos 3 intervenants, Charles-Benoît Hetzig, Sébastien Arnaud, Valère Rousseau. Un grand merci. Je vous propose donc de faire une pause pour le déjeuner et on vous donne rendez-vous à 14h pour la 2e étape de la journée, transition écologique, patrimoine et transition écologique. Merci.